Je suis Joëlle Tremblay, responsable du pôle d'expertise en transformation technologique et numérique, directrice générale par intérim de Technocompétences et philosophe. Avec le balado Par où on commence, on veut inspirer la réflexion dans tous les secteurs d'activité. Car la transformation technologique et numérique n'est pas réservée aux grandes organisations. Elle est accessible à toutes et à tous quand on sait par où on commence. Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Demers. Éric, conseiller en développement, affaires et formation à l'Académie de la transformation numérique, ancien conseiller TI au Cégep de Sainte-Foy, ayant passé par Feu Québec numérique. En fait, notre invité transforme les idées en projets concrets depuis plus de 30 ans. Géographe de formation avec une spécialisation en intervention régionale, il sait rallier les équipes et faire atterrir le numérique. Éric Demers, bienvenue à Par où on commence. Merci. Alors, j'aime bien commencer nos entretiens par la question, en fait, du titre de la balado. Alors, selon toi, Éric, par où on commence une transformation numérique? Ben, par le début. Oui, c'est quoi le début, finalement, pour toi? Le début, c'est de réfléchir au projet en amont et de l'envisager sur sa globalité. Mais c'est pas de le faire comme on le faisait auparavant, dans une approche un peu en cascade où toutes les étapes étaient prévues, puis chaque étape venait une après l'autre et tout était dans le temps, bien organisé. Puis bon, puis ça tient encore aujourd'hui. Si on construit un pont, on ne le construira pas en agilité. Non, c'est sûr et certain. Mais donc, cette vision-là de réfléchir le projet correctement au début, avec les clients potentiels, clients, les individus ou les organisations avec qui on va faire cette transformation-là ou ce projet numérique-là, je pense que c'est là où ça commence. Puis qu'est-ce que vous recherchez dans cette réflexion-là quand tu accompagnes des futurs clients puis tout ça? Comment vous les accompagnez à dire « Ah, là, vous avez... » Là, le projet est bien réfléchi, vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette étape-là si importante de réflexion? Dans la posture dans laquelle je suis, puis dans notre rôle à l'Académie de la transformation numérique, on n'accompagne pas le gouvernement dans sa transformation numérique. C'est vrai, c'est ça que vous faites dans votre mission. On est là, nous, pour former les employés de la fonction publique à la transformation numérique. Ah, wow! Donc, oui, on va produire des formations qui vont répondre à des besoins du gouvernement, puis on va, nous, à partir des connaissances de notre organisation, on a la chance d'être la plus grande université en Amérique francophone en Amérique du Nord. Exactement, l'Université Laval. Université complète. Donc, on a tout ce bassin-là de connaissances qu'on peut aller piger pour concevoir, construire, réfléchir sur les contenus puis les orientations dans lesquelles on invite le gouvernement et ses employés à aller quand ils parlent numérique, quand ils travaille sur la transformation. Puis donc, dans ces formations-là, si je prends la même question, mais je la transpose un peu dans le cadre de celui de l'Académie, qu'est-ce que vous leur dites dans les formations pour dire, bon, ben là, OK, c'est important le moment de réfléchir le projet, mais à partir de cette étape-ci dans la réflexion, ça y est, vous avez tout en main pour vous lancer dans le projet. Ça serait quoi un élément fondamental qui devrait y avoir comme issue de cette formation-là, de cette réflexion-là, je devrais dire, finalement? On est dans un modèle de formation où on tente de répondre assez rapidement à des besoins ou à des questions spécifiques. Disons qu'on pourrait dire qu'on décortique la transformation numérique en
micro-compétences qui viennent s'accumuler. Oui. Puis c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là, on était avec une organisation africaine avec qui on envisage de collaborer, puis il nous revenait toujours avec l'idée de grands programmes de formation. Puis je revenais en disant, oui, c'est super important, puis il faut le faire, mais nous, ce qu'on préconise avec le gouvernement au Québec, dans le type de formation qu'on fait, c'est que on essaie de courir puis mâcher de la gomme en même temps. Puis ça, c'est un défi parce que ça va tellement vite, il faut s'intégrer, puis on est moins dans le technique, nous. C'est moins notre... pas notre dada, mais c'est moins notre créneau, plutôt. On est vraiment sur la posture de l'humain dans cette transformation numérique-là. Comment on l'aborde, comment on la réfléchit. Toute la question j'ai mindset dans la tête, là, je ne réussirais pas à trouver... Je pourrais pas t'aider, malheureusement. Mais la posture qu'on a par rapport à la transformation numérique. Complètement. Parce que on travaille pas... Oui, on peut avoir des formations qui s'adressent à des gens qui sont plus au niveau des TI, mais on s'adresse à tous les acteurs de la fonction publique. Puis si les gens qui l'utilisent, ce numérique-là, ou qui sont dans la transformation numérique, ils ne la comprennent pas, puis ils ne voient pas les bienfaits qu'elle a pour eux, on s'en sortira pas. Non. C'est clair. Et donc, ça m'amène aux questions un peu rapides que je t'ai déjà soumises. On sait justement, en ayant l'humain au cœur de la transformation numérique, on ne peut pas passer à côté de la peur du changement. On sait que c'est un frein. Mais après ça, qu'est-ce que tu dirais, toi, dans ton expérience, d'accompagner justement le gouvernement par ces formations-là? Qu'est-ce qui bloque vraiment dans la transformation numérique au Québec et dans ton cas particulier, beaucoup plus dans la fonction publique? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je pense que ce qui bloque le plus, c'est que on voit en fait, le mot transformation numérique m'agace un peu. Oui. Parce que tu peux changer à partir de maintenant. Ça laisse sous-entendre que un jour, ça va être terminé. Ah! Puis, donc, c'est un continuum. C'est une transition, c'est un continuum. Oui. Puis là-dessus, c'est que quand on fait des projets numériques, on les idéalise beaucoup. On les voit dans leur globalité. Puis c'est correct, il faut que quand on fait un projet, il faut qu'on l'envisage dans l'ensemble de ses facettes. Puis il faut qu'on ait une vision de où on part, où on veut aller. Oui. Mais entre où on part et où on veut aller, au niveau du numérique, il y a 1000 chemins qu'on peut prendre. Puis peut-être que la direction qu'on s'était donnée ou le point d'arrivée qu'on avait, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va peut-être arriver à quelque chose de mieux. Parce que en faisant les choses, en construisant ce nouveau médium-là, parce que en fait, on fait juste transformer ce qu'on faisait autrement, mais avec le numérique, on va peut-être trouver des choses qu'on n'avait pas envisagées, qu'on aurait pu faire, qui sont plus faciles. Donc, c'est cette souplesse-là. Autant je déteste l'usage exagéré de l'agilité, autant c'est essentiel. Exact. Faut arrêter d'en parler. Il faut en faire, puis il faut aller au-delà des rituels, puis des rencontres debout une fois par semaine. Si on s'amuse juste à faire des rituels, ça va être intéressant, mais on fait la même chose comme on faisait avant, mais debout. Complètement. Puis est-ce que tu dirais dans ce continuum-là qui est la transformation numérique dans qu'est-ce que tu disais, que oui, on peut avoir un projet de transformation numérique pour un besoin spécifique, mais ensuite de ça, va en ouvrir un deuxième projet. Puis c'est pas une fin, ce projet-là. C'est le début de toute une vision qui va nous amener encore plus loin. C'est d'amener l'ensemble des services de l'État sous un nouveau médium ou une façon d'atteindre plus facilement les gens, de rendre ça accessible plus facilement aux gens, en n'oubliant jamais que c'est pas tout le monde qui maîtrise
Puis pas seulement les personnes âgées. On voyait encore des études dernièrement qui démontraient que les jeunes ont beaucoup de difficultés. Ils sont des power users des réseaux sociaux, mais lorsqu'on a à produire des choses, lorsqu'on a à utiliser l'ordinateur ou sur des questions de sécurité, cybersécurité, on est loin de la coupe aux lèvres. Complètement, parce qu'en fait, les jeunes, ce qu'on voyait dans les rapports, dans les derniers rapports, c'est... eux, ils sont super habitués d'utiliser la technologie dite mobile, donc un téléphone, le texto, tout ça. Mais quand vient le temps de prendre des outils usuels pour chacun d'entre nous qui travaillons en ce moment, en 2025, des suites bureautiques et tout ça, ben pour eux, c'est un tout nouveau langage, c'est toute nouvelle fonctionnalité qu'ils ne connaissent pas, alors que pour nous, on a peut-être grandi avec ça, on a évolué avec les différentes versions de tout ça et qui se sentent complètement floués. Oui, non, mais tout à fait. La fracture numérique a plusieurs visages et ce n'est pas uniquement simplement ceux des personnes âgées. Et le défi est très grand pour les jeunes parce que moi, du haut de ma cinquantaine avancée, j'ai vu des ordinateurs avec des cartes perforées. Oui. J'ai eu la chance de suivre l'évolution du numérique. Je me considère comme peut-être un power user, early adopter. On va tout sortir les mots anglais. Mais je me considère comme ça, mais aujourd'hui, j'ai même de la difficulté à suivre la parade. Puis je me dis, waouh, quel défi les jeunes, moi, mes enfants, vont avoir dans ce monde-là avec tout ce qui est magique, qui va leur donner plein de possibilités, mais en même temps, tous les côtés sombres de la technologie, le deepfake, puis la rapidité, l'intelligence artificielle, avec tous ses bénéfices, mais en même temps, en tout cas, je trouve que j'ai peur pour la suite, pour les générations qui suivent, parce que je ne sais pas comment ils vont réussir à suivre la parade. OK. Est-ce que dans ce contexte-ci, qu'est-ce que tu dirais, quelles compétences nommerais-tu comme étant à la clé, en fait, d'un succès de transformation numérique, en incluant, bien entendu, ces personnes qui pourraient se sentir un peu délaissées ou laissées pour compte? Ouais, ben en fait, oui. Je te dirais que c'est vraiment simple pour moi. C'est les compétences numériques de base. Puis on revient au basic parce que, on parlait des jeunes. Aujourd'hui, on va au cégep, on a besoin d'un test de français parce qu'il faut qu'on maîtrise la langue. Puis c'est essentiel pour travailler dans les relations avec les autres, dans les communications. Mais pour moi, ça devient essentiel aujourd'hui qu'on a besoin d'un test sur les compétences numériques de base. Non pas pour exclure du monde, mais juste d'être en mesure de voir si les étudiants maîtrisent ces compétences-là parce que s'ils ne les maîtrisent pas, ce sont les analphabètes de demain. Donc, moi, je pense qu'on a tout un chantier à développer au Québec pour faire en sorte qu'on développe ces compétences numériques de base-là. Puis ça, moi, c'est une de mes marottes ou de mes dadas. Ouais. On a eu un important financement de l'AMF pour développer... en fait, refaire une petite revue de littérature sur toute la question des compétences numériques de base, mais sur la question de la littératie financière. Donc, puis c'est intéressant que l'AMF allait ce point de vue-là, de se dire, on ne peut pas aujourd'hui maîtriser la littératie financière ou avoir une bonne littératie financière si on ne maîtrise pas les compétences numériques de base. Donc, c'est super intéressant de voir qu'il y a des organisations dans l'appareil public qui voient les défis du numérique, puis je pense que il y a un chantier important. Il y a des gens au ministère de l'Éducation qui travaillent là-dessus. On est en relation avec eux. Nous, on est vraiment auprès du citoyen. On veut cibler des clientèles qui sont un petit peu plus à risque, d'être capable de concevoir un outil autodiagnostique pour aller les mesurer, notre maîtrise de nos compétences. Puis si tu avais à les nommer, ces compétences numériques de base-là, c'est quoi? Oh, là, ben non, mais c'est pas un examen. Tu n'auras pas 100% en fait, ou zéro. Là. La maîtrise des compétences numériques, dans le fond, c'est toutes les questions
éthiques liées à l'usage du numérique, la cybersécurité, la coopération, l'usage correct de l'information. Donc, c'est toutes ces questions-là. Savoir reconnaître finalement la désinformation. Exactement. Et tout ça. Moi, je conçois des projets. Oui. Mais je suis pas hands-on. J'ai une super collègue, Inès, qui coordonne le projet à l'ATN. Puis on a des chercheurs, on a 2 chercheurs qui sont associés au projet. Donc, on avance. Là. Oui. Puis l'AMF est vraiment satisfaite là, des travaux. On lance une grande enquête là, pour être capable d'évaluer la maîtrise des compétences numériques de base et la question de la littératie financière dans les prochaines semaines. C'est super tout ça. Et, dis-moi, pour revenir à mes questions, quelle serait selon toi la plus grande erreur que les organisations ou le gouvernement commettent encore lorsqu'on touche au numérique? Il peut y en avoir plusieurs des erreurs. Ben, je pense que tantôt, je parlais de toute la question de la planification qui est un peu problématique. Puis je pense que la plus grande erreur, c'est pas toujours mettre le client au centre du projet. Ah, que c'est intéressant, ça. Puis, tu sais, dans la réalité du microcosme gouvernemental, c'est pas une entreprise privée. Non. Donc, le client, il n'est pas nécessairement toujours roi. Je comprends bien. Pas parce que les gens veulent pas, mais parce qu'il y a des impératifs organisationnels, ministériels, gouvernementaux, politiques. Complètement. Puis ça vient souvent un peu brouiller la boussole client. Donc, puis client, c'est pas nécessairement toujours le citoyen, c'est aussi d'autres organisations à l'intérieur du gouvernement, les entreprises privées. Donc, je pense que l'exemple de la SAC est prégnant à ce titre-là parce que comment on peut penser qu'une entreprise privée aurait décidé de faire un shutdown de ses services pendant 2 semaines en disant « Stay tuned ». On met des nouveaux systèmes en place. Oui. Quand vous allez revenir, ça va être chaud. C'est ça. Et ils seraient partis. Non, mais c'est ça. Peut-être cette réalité-là, cette complexité-là que quand on n'est pas au fait, parce que nous, on a travaillé avec eux, puis on voit l'engagement du personnel, des ressources, la volonté. Nous, on travaille beaucoup avec le SCT, leur ouverture, avec le MCN, qui est un jeune ministère. La DINUM, la Direction interministérielle du numérique en France, ça fait 10-15 ans que ça existe. Oui. Puis nous, on a un ministère qui sort de terre. Complètement. Puis qui est face à des défis qui sont vraiment importants. Puis donc, fédérer toute cette réalité-là. Puis moi, je pense que il y a un truc qu'on oublie souvent. On est très, très critique par rapport au gouvernement en disant « Ah, il me semble qu'il pourrait nous faire des services numériques beaucoup plus de qualité. » Au bout des doigts, on a nos applications bancaires, on a les réseaux sociaux. C'est fluide, c'est réfléchi, c'est solide. Mais les banques, là, leur core business, c'est de faire de la transaction bancaire. Complètement. Mais c'est juste ça. L'État, elle a l'ensemble de ses missions qu'elle doit, je vais mettre entre guillemets, numériser ou amener sur le numérique. Puis c'est un défi immense avec pas nécessairement les ressources humaines, techniques et les moyens pour réussir à le faire aussi bien que quelqu'un qui a un créneau bien spécifique puis qui va creuser son petit trou bien correctement puis qui va se rendre loin. Est-ce que tu penses qu'on veut faire rentrer finalement le problème du numérique ou de la transformation numérique de l'appareil gouvernemental québécois dans un chat d'aiguille, finalement?
On essaye de le faire rentrer par là, puis que c'est beaucoup trop... c'est impossible. On est exigeant, On est trop puis exigeant. on a le droit d'être exigeant, parce qu'on revient au client. Oui, nous, on veut des services, mais je pense qu'on met beaucoup de pression, puis à quelque part, là, on sent que le gouvernement, il a tellement vécu pas des échecs, mais des moments difficiles que il a peur un peu d'avancer. Puis, à quelque part, l'innovation, c'est des essais, c'est des erreurs, puis c'est quelque chose qui est comme pas accepté ou moins accepté. Je reviens sur l'agilité. C'est ça, c'est moins compris, finalement. Ben, c'est parce que le pouvoir est très top-down. Oui. Il est très hiérarchique. Et c'est normal, parce que on veut qu'il y ait une reddition de comptes et ça va de soi. Sauf que, en fait, c'est ça, l'État joue avec notre argent. Puis elle veut le faire correctement. Bien sûr. Une entreprise privée peut prendre des risques, puis peut essayer plus. Donc, c'est sur cet aspect-là, c'est que l'innovation a parfois de la difficulté à émerger parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes que dans d'autres secteurs. Puis est-ce que tu dirais aussi qu'on n'a pas cette culture-là de l'innovation? Parce qu'il y a quand même le Conseil de l'innovation qui pousse beaucoup sur le fait qu'il y a très peu d'innovation au Québec, qu'on n'a pas cette culture-là, qu'on n'a pas cette vision-là des projets en numérique qui nous permettrait justement de se permettre de faire des essais, des erreurs et tout ça. Est-ce que tu dirais que ce serait participatif d'une solution? Je suis un peu divisé là-dessus dans la perspective où je pense qu'on est très novateur dans ce qu'on fait. Par contre, je pense qu'on... je brûle peut-être mes punchs, mais... Mais non, vas-y, on va te faire répéter s'il faut. On va parler de souveraineté numérique. Ah oui! Puis, à quelque part, c'est comme si on était dans le rayon de l'étoile de la mort. Dans la grande influence. C'est ça. Oui, donc, oui. des fois, on n'a pas... l'innovation, ça devient une nécessité. Puis c'est comme si on est dans un confort. Mais là, on l'est de moins en moins. Complètement. Là, mais complètement. Ce confort-là, peut-être, nous force pas à trouver des solutions. Puis, j'ai travaillé beaucoup en France en persévérance scolaire parce que j'ai été longtemps en persévérance scolaire, mais aussi au niveau du numérique. Puis, la France, son système scolaire est très élitiste, puis c'est un métier, une formation. Exact. Puis chez nous, c'est... Bon, j'ai fait mon pedigree. Oui. Bac en enseignement de la géographie. Oui. Bon, intervention régionale, on s'entend, on a cette liberté-là. Bac maîtrise en philo. Ça peut pas être pas un parcours unique. C'est ça. Donc, je me suis perdu dans mes... Mais non, tu parlais du système d'éducation. Oui, c'est ça, en France, c'est ça. Et donc, très formalisé, très standardisé, un diplôme, une formation. Puis c'est dans cet environnement-là qu'est sorti l'école 42. Ben oui, alors, une école avec pas de prof, pas de diplôme. Complètement. Donc, en auto-formation, formation avec les pairs. Puis ça a marché tempête, comme dirait mon ancien directeur à l'achat à visage à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est vraiment... c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à quelque part, le système freine, puis à un moment donné, il y a un besoin, là. Les entreprises de TI en France avaient besoin de ressources, puis des polytechniciens qui sont tous formés pareil, qui réfléchissent tous pareil, ben ça donne toujours la même affaire. Voilà. Puis les étudiants de 42, c'est des moutons noirs qui réfléchissent différemment, qui ont une approche vraiment hors des cadres, puis qui font bouger beaucoup les organisations. Puis pour montrer
comment ça a eu de l'impact. Maintenant, en France, tu peux avoir fait ton cursus à 42 et travailler dans la fonction publique. Mm-hmm. Au Québec, c'est impossible. Oui. Ben non, c'est pas possible. Ça prend un bac. Puis même si tu travailles pour un consultant, ben, il faut que tu aies ton bac pour être capable. Mais aujourd'hui, en informatique, mais non. Est-ce qu'un diplôme, c'est la clé pour... C'est une clé pour ouvrir des portes, mais c'est pas la clé pour te... Pour te faire progresser dans une carrière. Exactement. Exactement. Complètement. Et donc, justement, puisqu'on est dans le grand vecteur de la nationalité et tout ça, est-ce que pour toi, selon toi, dans le contexte actuel là, de 2025, avec tous les bouleversements qu'on a au sud de la frontière, est-ce que la souveraineté numérique du Canada, voire du Québec, c'est possible selon toi? Oui, oui, mais ça a un coût. Oui, absolument. Ça a des impacts. Oui. Puis ça, on n'est peut-être pas prêt à faire ces sacrifices-là. Dis-moi, quel sacrifice on ferait en faisant, en transférant, en fait, toutes nos données ici sur le territoire? Je ramène ça sur un cas bien concret. Absolument. Puis je sais que la question est beaucoup plus large que ça, mais je pense que ça donne on peut ramener ça à d'autres niveaux par la suite. Complètement. La France... c'est doté, a vraiment une politique de souveraineté numérique là, vraiment avancée puis étayée. Ils ont développé leur suite bureautique qui est basée sur du logiciel libre de droit. Oui. Ça marche super bien. Mm-hmm. C'est pas Microsoft. Non. C'est pas Google. C'est pas Apple non plus. C'est pas Apple non plus. Mais ça fait le travail. C'est ça. Mais en même temps, les gens sont habitués de travailler sur des outils commerciaux ou les grandes, les big tech, appelons-les comme ça, ou les GAFAM. Ben, ça crée quand même une certaine insatisfaction. Il faut accepter que ça ne sera pas la même qualité, quoique quand on s'habitue et tout. C'est ça. La même chose, ils ont une plateforme visio. Oui. Qui est propre au gouvernement français. OK. C'est chouette, ça fonctionne bien. C'est pas Zoom, c'est pas Teams. Non. Par contre, des fois, les employés de l'État, ben, parce qu'ils sont pas à l'aise avec ou ils trouvent que la plateforme n'est pas toujours stable, ben, ils se branchent au Wi-Fi de la rue, puis ils vont sur sur Teams ou sur Zoom. Oui. Mais la sécurité est vraiment attachée parce que là, tout est... Donc, il y a des enjeux. Oui, c'est faisable, mais en même temps, il faut voir les impacts que ça a. Puis il faut accepter que ça ne sera pas pareil. Puis après ça, on parle de la France. Bon, ils sont 68 millions. Oui. On est 8 millions au Québec. C'est sûr qu'on n'a pas les moyens qu'ils ont. Par contre, j'étais au sommet de l'IA à Paris en février dernier. Ça se dit bien, ça, dans un souper? Oui, ça se dit bien, mais je n'étais pas au sommet lui-même. Moi, je suis resté... Quand même. Je suis allé au hackathon qui était organisé par la DINUM. Vraiment un événement de 2 jours génial. Puis voilà un peu ce qu'il faudrait qu'on fasse, selon moi. C'est que dans ce hackathon-là, il y avait des participants de 5 ou 6 pays européens, puis qui travaillaient sur des solutions, parfois conjointement avec des équipes françaises, ou parfois de leur côté, mais dans l'objectif de les mutualiser. Et donc, nous, il faut qu'on sorte de notre rayon, du rayon de l'étoile de la mort. Il faut qu'on sorte de notre île. Puis on est comme enclavé. Puis malheureusement, on n'a pas collaboré à plus forte raison de dire, d'accord, on va aller voir ailleurs qu'est-ce qui se fait. On est toujours accusé, mais vous allez voyager. Non, on va voir ce que les autres font. Exact. On va s'inspirer de ce qu'ils font. On regarde on prend la lorgnette, mais de l'autre bout, en disant, OK. Puis souvent, on revient puis on se dit, OK,
sur tel aspect, on pensait qu'on était un petit peu à la remorque, mais finalement, on s'en sort plutôt bien. Dans d'autres aspects, on pourrait faire autrement. Oui. Mais la France, sur les questions d'innovation, puis surtout dans la fonction publique, ils ont déployé divers programmes super intéressants. 10 %, j'en nomme quelques-uns. 10 %. Vraiment, c'est génial. Il y avait des analystes de données, les spécialistes de données dans l'ensemble des ministères. Oui. Et ces gens-là étaient un petit peu esselés, peu de leur gang. Oui. Donc, la DINUM a créé un espace où les gens sont libérés 10 % de leur temps pour créer un projet commun. Donc, c'est des gens... Ils font de la R&D, finalement. Ben oui, en fait, ils font de la R&D, ils mutualisent des ressources, puis ils ciblent des priorités qu'ils ont dans leurs organisations, puis ils mutualisent les ressources pour les faire. Complètement. Donc, il y a quelque chose de génial là-dedans. L'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. Donc, tu as une idée de projet dans ton ministère, tu trouves que ça ne fonctionne pas bien, tu déposes ton projet, on accepte ton projet, on t'incube, comme un incubateur. Complètement. On t'incube pendant 6 mois, on te donne une équipe, puis tu fais ta preuve de concept. Puis, je parlais de compétences numériques. PIX, en France, c'est l'outil pour mesurer les compétences puis améliorer ses compétences numériques. C'est issu d'une start-up d'État. Wow. Et aujourd'hui, c'est un GIP, un regroupement d'intérêts particulier, je crois. Et c'est une boîte de 80 personnes qui développe des contenus pédagogiques. Mais moi, je pense que on revient à se dire, c'est quoi le problème qu'on a? C'est que on réfléchit pas comme l'entreprise, puis je glorifie pas l'entreprise, loin de là, mais je pense que il faut qu'on pense autrement, puis qu'il faut qu'on ait des espaces de création, puis qu'on prenne appui sur les ressources qu'on a au gouvernement. Il y a de l'expertise incroyablement de qualité, mais écoutons-les. On revient sur les besoins, parce que les besoins en transformation numérique, c'est pas juste les besoins de l'organisation, c'est aussi les besoins des individus. Puis si la transformation numérique ou la transition numérique améliore pas la qualité de vie des gens au travail, puis le bien-être au travail, on devrait faire d'autres choses, en tout cas vendre la limonade ou... Absolument. Absolument. Est-ce que tu dirais que les projets de transformation numérique servent aussi à... nous amener dans une autre façon de concevoir le travail. Tu sais donc, la transformation numérique, ce n'est pas que du matériel, comme tu l'as si bien dit. Là. C'est pas juste apprendre à se servir d'un logiciel X, Y, Z ou d'une innovation comme l'intelligence artificielle, puis choisir le meilleur système d'intelligence artificielle, mais bel et bien aussi repenser les heures de travail puis la conception que l'on a du travail. C'est travailler autrement. C'est sûr que ça ne nous impacte pas de la même façon si on est PDG ou manœuvre dans une organisation, mais tout le monde doit être maîtriser le numérique. Complètement. Puis du manœuvre au PDG. Oui. Puis donc, pour être capable aussi de dégager ce temps-là, non pas pour les mettre à la porte parce que, là, de toute façon, tu ne sers plus à rien, mais bel et bien pour permettre des espaces d'innovation, de recherche et développement. J'ai une idée. Ou, si c'est le cas, des fois où il y a des postes qui sont appelés à disparaître, requalifier notre monde. Oui, et complètement. Je reviens, j'aime beaucoup voyager, aller voir ailleurs qu'est-ce que les gens font. En France, il y a des petits instituts de formation qui se sont créés pour justement travailler à la requalification numérique, puis soit en entreprise ou des gens qui sont plus éloignés ou du milieu du travail, donc leur donner des compétences qui vont leur permettre de réaccéder au marché du travail. Donc, l'idée, c'est que ça transforme la réalité du travail, puis comment on peut surfer sur cette transformation-là puis faire encore mieux. Oui, on peut faire plus, mais c'est pas l'objectif, c'est de faire mieux notre mission première. Complètement.
J'ai une autre question, parce que là, tu as couvert plusieurs de mes questions que je t'avais envoyées, puis c'est super. J'aimerais ça t'entendre, parce que cette question-là, elle me tient à cœur. Est-ce qu'il y a un mot ou une expression que tu aimerais bannir des discussions que tu peux avoir avec en transformation numérique, que tu n'es plus capable d'entendre? En fait, je le bannirais pas. J'ai un mot que je suis un peu tanné d'entendre. OK, que tu es tanné d'entendre. Mais en même temps, j'en parle constamment. Ça a été dangereux, j'avais une gorgée d'eau dans la bouche. Puis je suis pas de la culture du bannissement. Puis non, c'est correct. Dans mon métier ou dans notre rôle à l'ATN, s'il y a quelque chose qui revient de façon récurrente, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fouille, puis peut-être qu'on développe de la formation pour répondre à ces questions-là. OK. J'en parle beaucoup parce que moi, je pense qu'on ne peut pas faire le numérique comme on faisait, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, comme on faisait le développement de nos projets avant l'arrivée du numérique. Mais donc, il faut qu'on travaille autrement. Mais en même temps, on dirait que tout le concept d'agilité, c'est comme le mot bateau. Ou le mot valise. Le mot valise, exactement. Tout passe par l'agilité, mais on ne comprend pas vraiment c'est quoi le principe d'agilité. On parle-tu d'agilité organisationnelle? On parle-tu d'agilité au niveau des projets? Puis qu'est-ce que ça implique réellement, l'agilité? Et ça, quand on retourne au fondement, à la philosophie, j'oublie le nom, là, les bases, là, les principes. La théorie? Oui, mais c'est la réunion, dans le fond, de chercheurs et d'acteurs qui, dans les années 90, commençaient à voir que il fallait qu'on repense je cherche le terme, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Mais donc, on repense la façon de faire les projets parce que le numérique appelait d'autres choses. Donc, ça va me revenir d'ici la fin. C'est sûr et certain. Vous pourrez le rajouter en bas. Oui, exactement. Finalement, Eureka. On a eu le moment Eureka de tout ça. On a parlé beaucoup du gouvernement, puis c'est sûr parce que c'est avec le gouvernement, c'est avec la fonction publique que tu œuvres beaucoup, mais ça reste que le Québec est une économie quand même de PME. Est-ce que toi, tu dirais que la transformation numérique est accessible à ces organisations-là que eux ils se disent non mais écoute tout projet de transformation numérique ça va coûter des millions, j'ai pas ça, je préfère payer mon monde convenablement que de me transformer de manière numérique. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est accessible, la transformation numérique est accessible pour des très petites organisations? Je pense que au final, les gens qui font pas le choix de faire la transition vers le numérique, à part le dépanneur puis quelques petites organisations, ils vont disparaître. Je pense qu'on n'a pas le choix. Après, encore, je pense que je suis cohérent avec mon discours, c'est que on peut avoir un objectif, mais on n'est pas obligé de transformer bout pour bout notre organisation. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui peut faciliter le travail puis améliorer les conditions puis la productivité. Puis il y a des grosses entreprises, des petites entreprises, mais en même temps, je comprends tout le défi. Je parlais avec des gens de mon entourage qui ont des grandes entreprises, puis même avec des moyens, c'est compliqué d'avoir des ressources, puis d'entamer ces processus-là, de former notre monde. C'est lourd, mais plus qu'on le repousse, plus que ça devient compliqué. Oui. Donc, je pense que oui, il faut le faire, mais il ne faut pas penser qu'on va tout changer. Puis, en fait, c'est un build-up. Il faut construire les choses puis voir les opportunités. Exact. Donc, pas nécessairement choisir
le plus gros système d'IA alors qu'on n'en a pas du tout de besoin, mais qu'on veut juste être participatif de la vague, finalement. Ben, c'est exactement. C'est tantôt... je pense qu'on va retourner vers les questions d'IA frugale, puis on y va de plus en plus. Fait que... Puis est-ce que tu penses que ici au Québec, selon tes recherches et tout ça, puis est-ce qu'on a ça ici au Québec, un IA frugal? Ben, il y en a. Il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là ici à Montréal. J'oublie Sarah, mon Dieu, qui est parmi les top personnes là, qui vont... Oui, à Hugging Faces. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et puis j'ai oublié son nom de famille, mais qui est aussi rattaché, je crois, au MILA. Qui est passé par le MILA, oui. Oui. Ouais. Et donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui font la promotion de ça. Oui, puis je pense qu'au Québec, on est encore parmi les joueurs importants. C'est sûr qu'on s'entend que... Alors, on ne peut pas se comparer à les deux plus grands qui sont en train de gagner, en tout cas, qui se font la course, là, la Chine et les États-Unis. Mais si on reste au niveau où on est quand même en bonne position. Ben, je pense que oui, au point de vue recherche. Complètement. Dans l'application, c'est moins mon terrain. Mais selon les derniers chiffres que j'ai vus de Deloitte, on était frileux sur l'adoption en entreprise de l'IA encore. Puis, selon certains analystes, cela se voit par le fait qu'on n'innove pas assez, selon certains, au Québec. Donc, qui manque de charte ou de guide, en fait, éthique. Peut-être qu'on vient encore à ma perception où c'est le confort et l'indifférence. Absolument, absolument. Pour citer un film de... Oui, j'ai de la misère avec mes mots. Ben non, ça va. C'est quel film, ça? Le confort et l'indifférence? C'est un film sur l'indépendance, sur le référendum de 80. Je me demande si c'est pas Denis Arcand, mais peut-être que... OK. On va retrouver... On va tellement faire apparaître des choses là-dessus. Écoute, je regarde mes notes juste pour m'assurer qu'on a tout couvert. Tu m'as pas posé une question. Laquelle tu veux que je te pose? Tiens, pourquoi tu me l'as posé, mais j'ai peut-être mal répondu. Non, je t'avoue. Je t'en prie, vas-y. Oui, tu me l'as posé, je m'excuse. Ben non, vas-y. J'ai pas répondu ce que je voulais répondre. Ben vas-y. Je prends je pense que tu faisais référence à qu'est-ce qu'on devrait faire, mais je pense que tu l'as amené peut-être plus largement, mais pour le gouvernement du Québec, qu'est-ce que je ferais en premier? Ah! La fameuse question de priorité. Vas-y donc. Oui. Ben, en fait, je pense que la question de l'identité numérique, c'est ce qu'on devrait... je sais qu'il y a plein de priorités, puis il faut d'autres choses, mais à quelque part, j'ai le terme anglais, un bottom line, là, un identifiant unique, me semble que ça serait peut-être un bon départ. Puis, au gouvernement, pour toutes les instances gouvernementales. Oh mon Dieu! J'ai l'impression de voir des rayons de soleil à travers les nuages. Pour avoir rencontré à l'époque le ministère qui avait ce dossier-là à cœur. Mais bon, le problème, c'est que c'est comme si on n'était pas capable de le construire. Puis on est un peu... on est frileux présentement. Puis ces projets-là qui demandent un peu d'initiative puis qui peuvent éventuellement faire un peu brasser, ben on a tendance à les tasser. Mais prenons par exemple les Belges. Les Belges ont mis en place le EID depuis le début des années 2000. Donc, ça fait 25 ans qu'ils y travaillent. Ils ont une carte physique, numérique. Ils ont même des lecteurs qui peuvent brancher à leur ordinateur pour, dans le fond, signer, permettre la transmission de documents. Complètement. Et là, on se dit,
Mais on a pris tout ce retard-là. Ouais. Bon, on peut s'appuyer puis repartir, comme je disais à mes Africains cette semaine, en disant, vous n'avez pas des systèmes legacy comme les nôtres sur lesquels on doit faire évoluer. Vous partez from scratch, du début. Donc, exact. vous avez cet avantage-là. Faites pas les mêmes erreurs. Faites pas les mêmes erreurs. Mais, puis là, il y a cette question-là. Et ce qu'ils ont fait, encore plus puissant, selon moi, c'est qu'ils n'ont pas juste mis cette carte-là en place numérique ou cette identité numérique-là en place, puis ils ont dit, fine, ça va être pour tout le monde comme ça. Voilà, c'est terminé. Créons des EPN, des espaces publics numériques où les gens qui n'ont pas accès peuvent avoir accès, où il y a de l'accompagnement. Je sais aussi qu'on peut avoir des services dans l'ensemble des institutions gouvernementales. Donc, il y a on dit, OK, on va de l'avant avec l'identité numérique, puis en même temps, on s'assure de ne laisser personne derrière. Wow. C'est incroyable. Mais c'est pas incroyable, c'est le basic. Ben oui, puis j'ai l'impression, dans la manière dont tu le racontes et que tu nous le proposes à ce balado aussi, c'est que ça serait un excellent projet qui pourrait rallier tous les ministères, finalement. On est en quête de projets et tout ça, et ça ferait un cas école, finalement. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont travaillé beaucoup. Il y a quelques années, on avait organisé à la TN la journée gouvernementale à feu le rendez-vous numérique, qui est devenu Capital numérique. Qu'on salue les amis de Capital numérique. Bonjour. Oui. Donc, on avait organisé cette journée-là. On avait des grands spécialistes du gouvernement, puis on voyait que ça avançait, mais avec tous les impératifs puis les enjeux que ça peut avoir. Là, mais c'est là. C'est là. Je ne sais pas, mais pour montrer un peu comment ça peut être quasi ridicule, il y a quelques semaines, j'étais à l'hôpital et donc, j'avais ma carte d'hôpital et la dame a dit à quel endroit on peut vous rejoindre. Et là, elle m'a donné mon numéro de téléphone fixe que je n'ai plus. Ben oui. Je suis maintenant comme un jeune, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je n'ai pas de téléphone fixe. C'est ça. Et là, elle dit, mais il faut que vous redescendiez en bas à l'accueil pour refaire votre carte. Ben oui, je sais. Je sais. Ça n'a pas rapport direct avec l'identité numérique, mais ça montre le ridicule de... Mais jusqu'où ça peut aller, finalement, des cas de figure comme ça, qu'on se dit, ben non, finalement, ça serait beaucoup trop compliqué, ou ça serait beaucoup trop compliqué de faire un chemin de fer entre Toronto et Québec, puis ça fait combien d'années qu'on en parle, puis bien entendu, ça va coûter plus cher que... au début, quand on en parlait, parce qu'on a laissé tout ce temps-là nous devancer. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut se lancer, puis il faut... La meilleure... Moi, je suis de la région de Québec. Oui. Quand on parle de tramway, moi, je dis toujours aux gens, essayez d'imaginer Montréal sans métro. Oui. Même si le métro de Montréal n'a pas beaucoup évolué depuis son il irrigue l'île, puis là, il commence à... le REM qui vient le compléter, ça a pris du temps, mais Montréal ne serait pas Montréal tel qu'il est si le métro n'avait pas été là. Complètement. Puis je pense que Québec se prive de ça, mais bon, on va l'avoir. On va l'avoir, effectivement. J'aimerais, Éric, en terminant, te poser des questions en rafale. Alors, il faut répondre en un seul mot à ces questions-là. Tu peux prendre tout ton temps pour y penser à chacun de ces mots-là. Alors, qualifie la transformation numérique au Québec en un mot. Défi. Défi. La clé du succès. Flexibilité. L'avenir du numérique au Québec. Fulgurant. J'adore ces questions-là. La compétence la plus urgente à développer. L'empathie. Oh. Votre plus grande inspiration en transformation numérique.
La France. La France. C'est beau quand même nommer un pays pour ça. Ce que les organisations oublient trop souvent. Le client. En transformation numérique, là. Absolument. Le plus gros risque d'une transformation numérique. L'emballement. J'adore. La meilleure façon de prévenir un échec en numérique. L'échec. Et la dernière question, en un mot, par où on commence une transformation numérique? Ben, on commence par le début. Puis c'est ça, dans le fond, c'est qu'on n'essaie pas de tout faire d'un coup. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut vraiment avoir une approche où on voit le projet, on voit où on veut se rendre, mais après ça, laissons les chemins ouverts. Moi, certains diraient que j'ai un déficit d'attention. Des fois, les idées dans mon cerveau ne prennent pas toujours l'autoroute, mais quand on prend les routes de campagne, des fois, on voit des choses qu'on n'aurait certainement pas vues. Je pense que c'est un peu ça aussi. Lever le pied, regarder, ne pas être dans l'urgence. C'est génial. Merci beaucoup, Éric Demers. Merci à toi. C'est très, très facile. Mais merci, tant mieux. Tu m'as merci. rendu ça très facile. Merci. C'était ma discussion avec Éric Demers. Si vous avez écouté ce balado jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire en commentaire le mot « France » et à laisser vos suggestions et vos questions. Mais surtout, n'oubliez pas de partager ce balado.